Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble le Visconti de tarot. Donc c'est un dérivé du tarot de Marseille, mais qui en fait, là, vous avez devant les yeux le premier tarot qui est sorti en Europe. Tout à fait. Le premier tarot qui est sorti en Europe. Alors, donc, pas ce jeu-là précisément, parce que en fait, ce jeu-là est une réédition qui a été faite par Athanas Alexander Atanassov, il me semble, quelque chose un peu comme ça. Donc, j'espère que il y a des fans à lui, m'écoutent pas, parce que c'est vrai que l'accent n'y est pas. C'était un peintre plutôt bulgare qui a donc reproduit cette œuvre-là. Il faut savoir que le tarot des Visconti Sforza, parce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça, date de 1450 environ, enfin quelque chose un peu comme ça à la louche. Je crois que c'est 1450, il me semble. Et c'est à l'époque en fait des jeux princiers de grande taille qui étaient peints à la main. En fait, c'est des jeux enluminés, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment peints à la main, dessinés à la main. On le voit là, d'après les motifs. C'est vraiment un jeu qui est superbe. C'est vraiment un jeu qui est vraiment fantastique, superbe, et qui nous permet vraiment de voir une autre facette du tarot de Marseille. Enfin, en tout cas, le tarot de Marseille le plus commun. Il y a une multitude de tarots, c'est clair. Mais là, ça nous permet vraiment d'aller à la base. Voilà. Donc il faut savoir que ces jeux-là, ils restent de part et d'autre sur la planète quelques petites, on va dire quelques petites cartes, notamment je crois aux États-Unis, il reste des exemplaires de ce jeu-là de 1450, vers New York, il me semble. Il en reste également à Bergame, à Bergame dans une académie. Et dans une famille, la famille Coléoni, quelque chose comme ça. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais voilà, en gros pour l'histoire. Donc je vous ai dit que ça allait être bref, mais au moins vous avez une sorte de, de chemin, de ligne directrice par rapport à ce jeu-là. Donc la boîte est traditionnelle en carton. Elle est quand même assez jolie et ça nous permet vraiment de remonter vraiment à la base. Voilà. Allez, on va l'ouvrir et on va découvrir le jeu ensemble. Déjà, j'adore le dos des cartes. Le dos des cartes est absolument... Ouais, tu vas venir tout ou quoi là? Allez, allez, allez. On arrive. Je vais y arriver. Il faut être patient dans la vie. Hop, hop, hop. Hop là. Donc. Oui, le dos des cartes est super beau. Honnêtement, je ne sais pas si vous pouvez bien voir là comme ça. Avec le son, la lumière. Vraiment, il est magnifique. Et en fait, quand on analyse, quand on regarde bien les cartes, on s'aperçoit que c'est totalement différent. Totalement différent, rien à voir. Alors en fait, on va peut-être prendre le par ce côté-là, c'est mieux. Alors, on commence là, effectivement, avec c'est le battleur. Le battleur, on voit, regardez le chiffre 1. Hop là. Regardez la différence qu'il y a. Le battleur. La papesse. Assez, ça change du tout au tout. Ça change du tout au tout. Et personnellement, c'est vraiment une... À l'époque, c'était des œuvres d'art. De toute façon, c'était pas des jeux comme à l'heure actuelle. C'était vraiment des œuvres d'art. Et chaque carte qui était faite, qui était dessinée, était vraiment faite par des artistes de l'époque. Et autant vous dire donc que c'était des jeux princiers. C'était pas des jeux de seconde zone, c'était vraiment destiné aux princes. Et chaque exemplaire coûtait un bras. C'était vraiment quelque chose
d'assez hallucinant en termes de prix de l'époque, hein. C'était vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Donc, regardez, là. Ah bah, là, c'est le mât qui s'est confondu avec tout le monde. Alors, regardez le mât. Alors, la petite différence avec le, le tarot traditionnel, enfin, le tarot de Marseille, là, on voit le chiffre 0. Alors, c'est vrai que dans certains tarots, on a le chiffre 22. Je pense que je dois l'avoir par là, sous les mains. Et certains autres où il n'y a aucun chiffre. Personnellement, je ne suis pas fan de mettre un numéro à l'arcane du mât, parce que c'est justement, c'est ce qui fait sa force, c'est un personnage qui doit, de toute façon, qui est libre d'aller où il veut, soit pour commencer quelque chose, soit pour partir. Et en ce sens, si vous voulez, en termes de numérologie, il n'y a pas véritablement, il n'y a pas véritablement, entre guillemets, de suite logique. Donc, je serais tenté, moi, de ne pas mettre de numéro. Maintenant, je pense que c'est en fonction de l'affinité de chacun. Alors, je vais tâcher de retrouver. Hop, hop, hop. Ok, c'est là. Là. Donc là, on a l'exemplaire du tarot de Bruno de Nice, le tarot de Visconti et le mien, celui que j'utilise de manière quotidienne à chaque fois mon petit, mon préféré. Alors, hop là, on est là. Quand même une sacrée différence. Une sacrée différence. On voit que le mat au milieu, dans le tarot des Visconti, est totalement à l'autre sens déjà des deux autres personnages. Déjà, c'est clair. Et puis surtout, il n'est pas en mouvement. On voit de part et d'autre, dans les deux cartes, que les personnages avancent et vont vers l'avant avec un espèce de baluchon sur le dos, ce qui peut représenter une sorte de passé, hein, qu'on en comprend avec nous. Et surtout, un animal qui nous pousse ou qui nous retient, ça, c'est selon votre intuition. Là, vraisemblablement, derrière, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des similitudes dans le nom des cartes, mais déjà en termes de numérologie, encore une fois, même si pour certains ça peut paraître des détails, on n'est pas du tout pareil. C'est clair, c'est pas pareil du tout. Et en termes de dessin, c'est pas du tout la même chose non plus. Donc, bon, après, ça à approfondir. Et encore une fois, c'est en fonction du ressenti de chacun. Personnellement, je sais que moi, je ne l'ai pas encore utilisé lors de consultation et je ne pense pas l'utiliser, en tout cas récemment, de manière récente, parce que je pas beaucoup d'affinité, en tout cas à l'heure actuelle. Après, les goûts évoluent, hein, de toute façon, mais j'ai pas beaucoup d'affinité, en tout cas avec ce genre de jeu. Donc, le pape. Ça a vraiment été cet achat-là sur un coup de cœur. Non, qu'est-ce que je vous ai dit, le pape? Pardonnez-moi. L'empereur, le pape. Pareil, l'empereur est assis carrément de l'autre côté. L'empereur dans le tarot de Marseille est assis du côté, en regardant côté gauche. Là, c'est côté droit. Là, le pape, là, vraisemblablement, n'a aucune personne à qui il parle, ce qui n'est pas du tout le cas dans le tarot de Marseille. Vous voyez, il y a vraiment des différences assez éloquentes, hein. L'amoureux, le chariot, qui n'est pas un homme, mais là qui est une femme, euh, et dont on voit toujours le même détail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reine, c'est a priori les chevaux qui avancent tout seuls. Ça veut dire en quelque sorte que le personnage n'a pas forcément euh, de comment dire d'action sur son destin et qui se laisse un peu porter. C'est à peu près la même chose. La justice, on peut voir une balance, là on la voit assez bien. Et là pour le coup, c'est vrai qu'on voit une espèce de cheval au-dessus. Mais après, c'est vraiment un jeu superbe. L'ermite, qui est dans le même sens. La roue de fortune.
La force, pareil. Alors là aussi, grande différence. Autant on voit dans la force, dans le tarot de Marseille, que c'est une femme, là, pour le coup. Et là, déjà, si vraiment comment dire, on va au bout de la logique, c'est pas si étonnant que ce soit un homme qui soit dans le rôle de la force et dans le rôle de dompter quelque part même un animal, un lion, ou je sais pas trop ce que ça peut être. On va dire que c'est un lion. Parce que à l'époque, c'était peut-être mal vu qu'une femme ait le dessus sur certains éléments. C'était connu, hein. C'est clair que ça devait être l'homme qui avait le dessus sur certaines choses et la femme qui était entre guillemets bonne à rester à la maison. Et là, c'est pas étonnant que ça soit finalement un homme qui ait la maîtrise de la bête, hein, quelque part. Hein. Le pendu. Carte que j'aime pas du tout, mais même en plus, enfin, personnellement, je la trouve moche. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. L'arcane 13. La tempérance. Le diable. Qui a pas l'air super sympathique. Hein. La maison Dieu. La maison Dieu, elle est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve que ça envoie pas mal. L'étoile. Moyen. Personnellement, je suis pas fan. La lune. Alors, si on regarde les deux, hein, l'étoile et la lune, on voit que ces deux personnages-là qui portent carrément l'astre dans leurs mains. Alors, une dans la main gauche, l'autre dans la main droite. Bon, elles se regardent. Il y a vraiment des choses un peu... le soleil, pareil. On porte le soleil dans les mains. Et là, du coup, on n'est plus deux. La personne est carrément toute seule. Enfin, toute seule. Elle est seule avec l'astre, en tout cas avec le soleil. Le jugement. Et alors là, pour le coup, c'est la carte où il y a le plus de personnages. On voit, on peut deviner un visage, deux, trois visages, 4, 5, 6. 6. Alors qu'on est et logiquement, là, c'est une sorte d'ange qui apparaît dans la carte du jugement. Là, on différencie pas trop. On voit deux anges là pour le coup, c'est clair. Au-dessus, bon, on peut se poser certaines questions. Et le monde. Le monde pas mal aussi, j'aime bien. Donc voilà en gros, en tout cas pour les arcanes majeures, on voit que ça change quand même pas mal du tarot normal. Puis donc, alors là pour le coup, là c'est le, là c'est la claque. Parce que personnellement, après, ça n'engage que moi, hein, mais les arcanes mineurs, je les trouve vraiment superbes. Le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4. Je trouve que vraiment, ils sont surtout jusqu'au 10 de coupe, on est bon. Les personnages, bon, ça va aussi, mais c'est pas l'approche n'est pas du tout la même. L'approche n'est pas du tout la même. Les deniers. Le 8 de denier, le 9, le 10, c'est superbe. Hein. Honnêtement, les arcades mineures, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très réussi dans ce jeu-là. Je ne sais pas si vous comptez en acheter un exemplaire pour l'avoir avec vous, parce que ça peut être vraiment un très très beau jeu de collection également. Mais c'est vraiment un jeu qui est fabuleux. Et quand on voit la texture, là, on ne peut pas trop s'en rendre compte parce que sur les cartes comme ça, il y a du relief, mais pas tant que ça. Mais je vous garantis que
Sur les cartes comme celle-ci, là oui, là on sent qu'il y a vraiment de la matière. C'est vraiment, il y a de la matière, quoi. C'est assez épais. Il faut savoir que de manière indirecte, ils ont voulu reproduire un peu ce que c'était les jeux de l'époque. Les jeux de l'époque étaient vraiment super épais, hein. Mais il y avait plusieurs couches. C'était assez hallucinant. Et donc, ils sont quand même épais, si vous voulez, ce jeu-là, il n'y a pas de souci. Mais on sent quand même que la matière est différente des jeux, en tout cas traditionnels. Voilà, ça. Si la caméra commence à me lâcher. Là, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, en gros, pour ce jeu-là, donc le tarot des Visconti. Donc, j'espère que je vous ai fait découvrir que je vous ai fait découvrir ce jeu. Si je ne vous l'ai pas fait découvrir, bon bah, euh, ça vous a peut-être permis de revoir un peu l'exemplaire. Personnellement, c'est un jeu que j'aime beaucoup, encore une fois. De par le design, c'est vraiment original par rapport à, au dessin auquel on est habitué. Et ça nous permet vraiment de voir qu'à l'époque, déjà, il y avait vraiment une, une aisance et comment dire, il y avait vraiment il y a encore des artistes à l'heure actuelle, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vraiment les artistes de l'époque pour faire des choses comme ça, euh, dans la manière où c'est fait, honnêtement, chapeau bas, chapeau bas. Il faut savoir que chaque pièce, avant chaque carte de ce tarot des Visconti à l'époque, était posée avec, il y avait des feuilles d'or qui étaient posées sur les cartes, hein. C'était vraiment quelque chose de, de- d'assez d'assez fabuleux, encore une fois, et assez, qui coûtait un bras, hein. Ça coûtait vraiment un bras. C'était quelque chose d'assez sensationnel, d'avoir un jeu comme ça, et c'était vraiment réservé là pour le coup qu'à une élite. Donc j'espère que vous avez bien profité de ce petit moment passé en ma compagnie, puis en compagnie du tarot des Visconti. Si vous avez une question quelle qu'elle soit, je vous dirai jamais assez. N'hésitez surtout pas de me contacter sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook Johan Conseil, ou sur mon site internet www.johan-conseil.com. Je me ferai absolument un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, puis je vous répondrai dans les plus brefs délais. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis donc à lundi prochain pour le Taroscope. Je croise les doigts, j'espère qu'il sera bon, mais ne m'en voulez pas. Honnêtement, là, c'est vrai que cette semaine, il était prêt dimanche soir, je vous promets. Donc bon, ben, on croise les doigts et je vous dis à lundi prochain pour le Taroscope, et puis donc à mercredi prochain pour encore un nouveau jeu que je vais vous présenter qui va être pas mal du tout, vous allez voir. Belle soirée à vous et une bonne fin de semaine. Au revoir. Another day